Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Ensemble, on va faire un retour sur la dernière victoire des Alouettes. Encore une fois, ça a été un autre match remporté par les hommes de Jason Maas, mais à l'arraché. On va discuter des actualités de la NFL. C'est tranquille du côté de la NFL, il se passe des choses. Malheureusement, d'autres joueurs ont été arrêtés lors des derniers jours. Marc-André va y aller comme à l'habitude de sa chronique Fantasy Football. Alors, on a tout de même un épisode bien rempli pour vous. Alors, sans plus tarder, Guillaume, par la musique. Marc-André, qui est directement du chalet en vacances, mais malgré tout, il est présent afin d'enregistrer cet épisode du podcast. Puis, tu as vraiment une belle journée en plus. Alors, écoute, Marc-André, on va inviter les gens à s'abonner à nos réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Et oui, Didier, on est sur Facebook, on est sur tous les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux en fait, on est sur Facebook, Instagram, le Sac du Cœur. On est sur YouTube également. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est bien important. Cliquez sur la petite clochette en haut à droite de votre écran. On est sur YouTube via Didier Orméjus, le Sac du Cœur, ça fonctionne également. Écoutez, ici, au lieu de louer ce chalet-là, je peux m'acheter ce chalet-là. Écoute, ça nous prend des abonnés un jour. Donc, abonnez-vous. Ça aide grandement à faire grandir justement notre podcast, notre projet. C'est bien apprécié. Oui, parfait, c'est bon ça. Question de t'acheter un chalet pour ta retraite éventuelle. C'est excellent Et ça. j'ai le soleil Alors, on d'en face. Je invite suis bien rouge sûr en les gens à maudit, je trouve. partager. Oui, 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 effectivement, ouais, t'as l'air d'Omar, là, pratiquement. Mais c'est Oui, bon, regarde, tu vas prendre la couleur, il fait beau, il fait chaud, va exact. en profiter. On enregistre un podcast mercredi matin, fête du Canada, le 1er juillet. Les gens qui vont déménager aussi, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter en faisant leur déménagement. Alors, on vous souhaite bonne chance avec ça. Le déménagement, c'est toujours, ça peut être assez stressant également. Alors, on vous invite à partager nos publications via nos réseaux sociaux. Effectivement, Didier, on va commencer par parler des Alouettes. Une victoire à l'arraché contre le Rouge et Noir d'Ottawa la semaine dernière. C'était dimanche dernier. Écoute, c'était bien parti pour les Alouettes, Didier. On commence par quoi? On a des choses à dire, par exemple. Ça s'est gâté un peu en deuxième demi pour les Alouettes, mais on va commencer par Ouais. Davis Alexander et le duo Philpott-Alexander. Une autre performance d'anthologie pour Tyson Philpott. 198 verges de gain. Et à Davis Alexander, 345 verges de gain par la passe, 2 passes de toucher. Euh, Écoute, ce duo-là, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur de la Ligue canadienne. Ah oui, en ce moment, il y a Trevor Harris avec Samuel Emilus, je dirais, qui rivalise avec le duo d'Alexander et de Tyson Philpott en ce moment, en ce début de saison. Mais quelle performance de Philpott, tu l'as dit. Marc-André, c'est son deuxième match de plus de 190 verges par voie de réception en 3 semaines. C'est tout à fait phénoménal le début de saison qu'il connaît. Il semble vraiment avoir amené son jeu à un autre niveau. Mais encore une fois, est-ce qu'il peut rester en santé? Parce qu'on sait qu'il est talentueux, Tyson Philpott. On sait que c'est un des meilleurs receveurs de toute la Ligue canadienne. Pas juste receveur canadien, là, mais chez les receveurs de passe. Ses statistiques le démontrent depuis le début de la saison. Mais c'est ça, on l'a vu connaître des bons débuts de saison, puis après ça, faire un séjour sur la liste des blessés. Depuis le début de sa carrière, il a toujours fait au moins minimum un séjour sur la liste des blessés durant la saison. On se croise les doigts que ça ne sera pas le cas cette année parce que Philpott, il est tout à fait sensationnel, Marc-André. C'est aussi simple que ça. Wow, quel joueur! Et Davis Alexander, ben, j'en parlais la semaine dernière, il semble toujours progresser. Écoute, il est rendu à quoi? À 15 départs en carrière en saison régulière. C'est même pas l'équivalent d'une saison régulière complète. Alors oui, ça a été toute une performance de sa part, mais j'ai aimé les commentaires, Marc-André, autant de Philpott qu'Alexander après la rencontre. Tu l'as dit, là, ça a été serré. Les Alouettes ont complètement dominé la première demi. Puis là, au troisième quart, écoute, là, je ne sais pas ce que Ryan Dinwiddie a fait dans le vestiaire d'Ottawa, mais le Rouge et Noir est revenu dans le match en gagnant le troisième quart 12-0. Et après la rencontre, Mhm. autant Alexander que Philpott, malgré la victoire, eux, ils n'étaient pas satisfaits. Alors que Jason Moss s'est dit, écoute, on va jamais s'excuser pour avoir gagné un match. C'est sûr qu'il y a des choses à corriger, mais tu vois que Philpott et Alexander étaient dérangés par la performance de l'équipe
en deuxième demi. Ils ont dit que c'était pas une performance à la hauteur de leur standard. J'avais interviewé Tyson Philpott à la mi-temps, puis lui, il était très enthousiaste. Puis là, ben c'est ça. On n'a pas été en mesure de maintenir l'avance qu'on avait à la mi-temps, mais j'ai mis ça de voir que malgré la victoire, les deux joueurs étoiles des Alouettes, les deux leaders de cette attaque, étaient insatisfaits malgré la victoire. Je crois que ça s'augure bien pour le reste de la saison. Et c'est le journaliste Herb Zurkowski là, qui faisait la remarque, écoute, Danny Machocha s'est empressé à faire signer une entente à Tyson Philpott. On a pris un risque de la part des Alouettes, d'ailleurs, parce que justement, Philpott n'avait pas connu des saisons, il n'avait pas été épargné par les blessures depuis le début de sa carrière, voire Mhm. depuis quelques saisons. Et j'écoute, le pari rapporte en ce moment parce que Philpott, on l'a signé comme l'un des meilleurs receveurs de la Ligue canadienne et c'est ce qu'il est en train de nous démontrer. C'est tout à son honneur. Là. C'est tout en l'honneur d'Annie Machocha d'avoir pris encore une fois un risque. Et le pari, en tout cas, jusqu'à maintenant, il y a juste quoi, 5 matchs de jouer, 4 matchs. Euh, ça semble Ouais. rapporter. Oui, pour l'instant, mais la saison est encore jeune, puis je ne souhaite pas de Ouais, malheur ouais. à personne. Là, on s'entend. J'adore Tyson Football, quel joueur. Tu sais, dès que l'attaque des Alouettes est sur le terrain, Marc-André, tu sais, moi, mes yeux sont tournés vers le numéro 6. Là. Du moment que Davis Alexander fait un recul de passe, c'est à quel point il est électrisant, Tyson Philpott. Tu sais, il réussit des Mhm. gros jeux, il est en mesure d'aller chercher des verges après la réception. Vraiment, quel joueur, tu sais, quel joueur. Il faut donner crédit aux Alouettes pour l'avoir repêché. Puis comme tu viens de le dire, Danny Machocha a pris un pari en faisant de lui un des receveurs de passe les mieux payés de toute la Ligue canadienne. C'est mérité en raison de son talent, de l'impact qu'il a sur l'attaque des Alouettes. Alors, on va souhaiter qu'il reste en santé. Je parlais du troisième quart. J'ai quelques statistiques pour toi. Les Alouettes ont été dominés 39-10 au troisième quart depuis le début de la saison. Et lors du match contre le Rouge et Noir, on a juste effectué 7 jeux offensifs au troisième quart. C'est un problème. Il t'a parlé de la frustration là, de Davis Alexander, entre autres, après le match, et Jason Moss. C'est compréhensible. Là. On s'est fait dominer par Jake Myers, qui allait nulle part là, en première demi. J'ai trouvé qu'on avait Mhm. décidé finalement, pour contrer le blitz, d'effectuer seulement des courtes passes et de se baser sur les gains après l'attraper. Et ça fonctionnait. Les Alouettes n'avaient aucune réponse. Et ça me permet de t'amener sur la performance de la défense. Oui, la ligne défensive a connu quand même du succès. On a saqué Jake Myers à 3 reprises, mais la défense, la tertiaire, Didier, ça a Mhm. été difficile. Là. Ouais, mais il ne faut pas oublier une chose, parce que c'est vrai, là, ça a été difficile là, pour les Alouettes, là, OK? Mais on était sans nos deux demi-coins partants. Kevin Ouais. Ento est ennuyé par une blessure aux ischio-jambiers. Lawrence O'Burns a subi une commotion cérébrale à Edmonton. Alors, tu sais, c'est ça qu'il ne faut pas oublier du côté de la défense des Alouettes. Il y a une raison pourquoi les réservistes sont des réservistes, c'est pourquoi les partants sont des partants. Alors, tu sais, je sais que ça peut sonner cliché, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans notre évaluation de l'unité défensive. Puis je sais que la défense ne joue pas avec constance depuis le début de la saison. On en a parlé lors d'épisodes de la semaine dernière. Mais là, tu sais, je ne connais pas beaucoup d'unités défensives dans la Ligue canadienne qui peuvent connaître du succès sans leurs deux demi-coins partants. Je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, lorsque les Alouettes étaient à la Regina contre les Rough Riders en saison régulière, puis McLeod Bethel-Thompson, le favori de ta mère, avait connu un match sensationnel. Tyson Philpott avait amassé plus de 200 verges par voie de réception. Mais les Riders étaient sans leurs deux demi-points partants. Donc, ça fait une différence. Et c'était le cas pour les Alouettes. Alors que du côté de la ligne défensive, ben, on en parlait la semaine dernière. Hein. Les joueurs n'étaient pas en mesure de gagner leur bataille un contre un. Mais là, on a eu plus de succès. Isaac Ademi Berglund a enregistré son premier sac du quart de la saison, lui qui en avait réussi 11 l'année dernière. Daniel Weiss a réussi son premier sac dans l'uniforme des Alouettes. Moussafa Johnson aussi a récolté un sac. Mais en plus de ça, comme tu l'as si bien dit, on a généré de la pression contre Jake Mayer. Alors, on va voir, là, si après la semaine de congé, ben ça va se poursuivre là, en termes de pression générée sur le carrière adverse, parce que ça n'avait pas été le cas lors des semaines précédentes. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir faire ça avec constance du côté de la ligne défensive et la défense des Alouettes? On verra également après la semaine de congé si Ento et Burns seront de retour dans la formation. J'ai hâte de voir si c'est vraiment la ligne défensive qui a débloqué ou si c'était justement la ligne à l'attaque du Rouge et Noir qui est quand même c'est l'une des Ouais. faiblesses là, qui a été permissive à ce niveau-là. C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Là.
Ouais, non, ça, c'est une très bonne question. Mais au moins, on a fait qu'est-ce qu'on avait à faire. Tu t'affrontes une Ouais. mauvaise ligne à l'attaque. Si on n'avait pas été capable d'appliquer de la pression sur Jake Mayer, la conversation qu'on a en ce moment, toi et moi, Marc-André, serait bien différente, hein, parce que là, on s'inquiéterait. Puis on aurait raison de s'inquiéter. Donc, au moins, on a dominé cette mauvaise ligne à l'attaque-là. On a fait ce qu'on avait à faire. Puis là, comme je le disais, on va voir. Après la semaine de congé, les Stampeders de Calgary seront en vie. Est-ce qu'on va pouvoir répéter le même genre de performance du côté de la ligne défensive en termes de pression sur Vernon Adams? Parlons maintenant des unités spéciales. Didier, écoute, tu as fait écouter le match aux Alouettes là, avec le retour de beauté de Campbell Pimpleton en fin de match. Qu'est-ce que tu as pensé justement de l'unité là, chapeautée par Baron Archambault? Ouais, écoute, Pimpleton, pratiquement à chaque retour de beauté, tu sais, il passait proche là, tu sais, Mhm, de retourner le ballon jusque dans la zone des buts. Il a vraiment connu un bon match. Les unités de retour de beauté du côté d'Ottawa ont le déçu là, face aux couvertures de beauté des Alouettes. Il ne faut pas oublier que l'entraîneur des unités spéciales du côté d'Ottawa, Marc-André, c'est Jeff Reinebold. Tu sais, ce vieux routier, c'est un des meilleurs entraîneurs des unités spéciales de toute la Ligue canadienne. Peu importe pour quelle équipe il travaille, généralement, cette équipe-là a une des meilleures unités, des unités spéciales, oui, de toute la Ligue canadienne. Alors, puis on l'a vu, là, on a eu du succès, puis ça aurait pu coûter le match aux Alouettes, là, les unités spéciales, parce que tout au long du match, tout au long de la soirée, Pimpleton obtenait des bons retours, puis là, boum, ça a éclaté pour un retour, pour un toucher. Puis, depuis le début de la saison, ça, les unités spéciales des Alouettes sont inconstantes. Tu sais. Euh, que ce soit en termes de couverture de beauté, au niveau des retours de beauté, on sait qu'on s'est débarrassé de Philip Brooks, on l'a libéré après quelques matchs, on a rapatrié Super Mario, Mario Alford. Donc, c'est ça, là. Tu sais, je parlais de la ligne défensive qui doit jouer avec plus de constance. C'est la même chose également du côté des unités spéciales des Alouettes, parce que si on avait affronté une meilleure équipe qu'Ottawa, on aurait perdu la rencontre, là. Pour moi, il n'y a aucun mhm, doute. absolument, absolument. Donc, on a reçu une question, Didier, d'Emmanuel Bossé, qui mentionne, bon, il dit tout d'abord, salut Didier. Cette question est en lien avec notre plus récent adversaire. On parle en tant qu'ici partisan des Alouettes, le Rouge et Noir. Entre Ottawa et les Lions de la Colombie-Britannique, laquelle de ces deux équipes, avec une fiche de 0-3, est la plus décevante et ou inquiétante? Ben, définitivement, les Lions de la Colombie-Britannique. Tu sais, les Lions de la Colombie-Britannique misent sur Nathan Rourke, mais leur défense, elle est atroce depuis le début de la saison. On a des blessés, Lian Marauder, Christophe Beaulieu, qui se remet toujours du blessure à un genou qu'il avait subi au mois de septembre dernier. Mais cette tertiaire-là, mon Dieu, Marc-André, je ne sais pas si tu as vu les Lions jouer Mhm, depuis le début de la saison. Il y a des receveurs qui sont laissés sans couvreur. On se fait battre, on se fait brûler au niveau des demi-coins. On ne génère pas de pression sur les carrières. Tu sais, Mathieu Betts connaît un lent début de saison. J'imagine qu'il va être en mesure de se replacer tout de même. Mais défensivement, du côté des Lions, c'est désastreux. Puis en plus de ça, les unités spéciales ont commis deux bévues la semaine dernière. Ça n'a pas aidé. Et le résultat, c'est qu'on a congédié le coordonnateur des unités spéciales du côté des Lions de la Colombie-Britannique. Mais si la défense ne se replace pas, peut-être que Mike Benavidez, le coordinateur de cette mhm. unité, ben, lui aussi, il va devoir craindre pour son poste, là. Ton avis, Didier, on a l'une des meilleures attaques de la Ligue canadienne. On a potentiellement le meilleur joueur de la Ligue canadienne dans notre effectif. C'est ça, c'est la défense vraiment qui en arrache depuis le début de la saison. Ah oui, oui, c'est même troublant, là, je te dirais, du côté de l'unité défensive des Lions. Marc-André, on a reçu une autre question de la part de Vincent Bouchard, cette fois-ci via la page Facebook du podcast. Salut les gars, bravo pour votre podcast. Ben, merci beaucoup, Vincent. Question pour Didier par rapport à la Ligue canadienne. 12 et 14 parties sont allées au-dessus du total prévu par les sites de paris sportifs. Selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il se marque énormément de points dans chaque match depuis le début de la saison? Merci. Ben, merci à toi, Vincent, pour ta question. Regarde, c'est la Ligue canadienne. Les règlements favorisent l'attaque. Tous les règlements. Tu sais, on en parlait, toi et moi, Marc-André, on va commencer l'enregistrement. Tu sais, avec le départ lancé, le waggle, là, ça diverge Mhm. d'élan, là. Les demi-insérés ont divergent d'élan avant que le ballon soit mis en jeu. Donc,
C'est un receveur de passe qui court un 4-6, ben là, soudainement, c'est comme si tu te retrouves à courir un receveur qui court un 4-4 ou un 4-3, là, parce que ce gars-là, il arrive avec divers gélants. Donc, tous les règlements sont en faveur de l'attaque. Mais écoute, on a également des joueurs de talent, en particulier, tu sais, on en a parlé il y a quelques semaines, je crois. Les receveurs canadiens sont vraiment en émergence. Ils connaissent tous un excellent début de saison, des receveurs étoiles canadiens. Tu sais, on a parlé tout à l'heure de Phil Pott, Emilus, mais à travers la Ligue, vraiment McGuinness en Colombie-Britannique, un des meilleurs receveurs de passe lors des dernières saisons de toute la Ligue. Alors ça se poursuit à travers la Ligue canadienne de football, mais ça prouve que qu'est-ce que j'ai toujours dit et pensé est vrai. Tu sais, la Ligue canadienne n'arrête pas de vouloir changer les règlements, modifier le produit sur le terrain, alors que Marc-André, pour moi, le produit sur le terrain, ça a toujours été la meilleure chose que la Ligue canadienne a à offrir. Le spectacle, pour moi, on a toujours livré la marchandise. Les joueurs ont toujours livré la marchandise, les entraîneurs, les gens des opérations football. Moi, c'est la dernière chose que j'essaierais de modifier du côté de la Ligue canadienne de football, là. Il y a bien d'autres choses qui clochent bien avant le produit sur le terrain. Puis je suis content justement qu'on a droit à des matchs spectaculaires depuis le début de la saison qui font justice justement aux gens d'opération football et aux joueurs, là. Arrêtez d'essayer de changer les règlements. C'est pas ça le problème du côté de la Ligue canadienne. On voit depuis le début de la saison, on a droit à tout un spectacle. Alors, Marc-André, tu te retrouves à l'intérieur. On va expliquer aux gens qu'est-ce qui est arrivé. C'est que tu étais dehors, dans ton chalet, avec le beau soleil, journée ensoleillée. Le problème, c'est que là, ton téléphone commençait à surchauffer, là, il était sur le point d'exploser. Exactement. C'est une des raisons pour laquelle on avait des problèmes techniques. Exactement, mais en plus, c'est toi qui m'as dit quand je me suis installé, tu m'as dit là, il faut que tu sois vraiment le soleil dans le visage pour avoir une belle image. Mais là, c'est ça, Bon mon téléphone, éclairage, le ouais. soleil plombait sur mon téléphone. Puis, écoute, là, il annonce 42, je pense, ressenti aujourd'hui. Il faisait déjà chaud. Je vous confirme que j'avais hâte que le podcast finisse là déjà parce que je suais intérieurement. Mais, fait que, c'est ça. Je suis revenu dans la maison à un endroit plus climatisé, donc ça devrait mieux aller là, pour Ouais, la suite des choses parce que je suis en train de te perdre. ouais. Ouais, écoute, ça va vraiment être chaud aujourd'hui, là. Puis on enregistre un podcast à 8 heures du matin, puis il fait déjà aussi chaud que ça. Alors, écoute, c'est une bonne Les journée gens qui pour être au déménagent, là, chalet. Bonne chance, bonne chance. Ah non, non, bonne bonne chance, ça va être chance. l'enfer. Ça va être l'enfer. Mhm. Ouais, buvez beaucoup d'eau, vous allez en avoir besoin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Exactement. Ben écoute, donc quand on a commencé à avoir des petits problèmes, bon, ben, je venais de répondre à la question de Vincent Bouchard par rapport au fait qu'il y a énormément de points qui sont marqués depuis le début de la saison régulière. Puis on n'a pas pu entendre justement ta réponse là-dessus. Alors, tu penses quoi, toi, Marc-André, là, du fait que, ben, c'est ça, écoute, le produit sur le terrain est excellent. Écoute, les 4 rencontres des Alouettes ont été serrées. On a eu droit à du football spectaculaire, mais pas juste du côté des matchs des Alouettes. En général, c'est vraiment un beau début de saison en termes de spectacle, je crois, pour la Ligue canadienne. C'est vraiment ça qu'on recherche, là. La Ligue canadienne a toujours été reconnue pour son côté offensif. Je pense, tu as pas mal tout dit, tu as répondu à la question de Vincent. Moi aussi, là, c'est une ligue qui favorise le jeu offensif. Puis en ce moment, depuis le début de la saison, ben, les adeptes là, du jeu offensif, du jeu de passe aussi, c'est une ligue qui favorise le jeu de passe avec justement avec les 3 essais. On est bien servi là, parce qu'on a des matchs excitants, on a des matchs qui se décident souvent par une possession en fin de match. On a vu beaucoup de matchs déjà en prolongation, donc c'est de bon augure pour la suite des choses. Ouais. C'est comme ça que la Ligue canadienne peut se démarquer, c'est qu'en offrant un spectacle aux partisans puis aux téléspectateurs. Ouais, et puis les rencontres, tu sais, c'est jamais terminé, là. Tu sais, on l'a vu du côté d'Ottawa, on a eu une première demi tout à fait désastreuse. Là, on a commencé la deuxième demi en Lyon, on est revenu dans le match. La semaine précédente, écoute, je crois que les Rough Riders menaient 31-6, j'ai goût de te dire, à la mi-temps contre les Mhm. Stampeders de Calgary. En deuxième demi, les Stampeders sont revenus dans le match. On sait comment les 3 dernières minutes des rencontres du côté de la Ligue canadienne peuvent être très excitantes. Alors, ben, c'est ça. Écoute, c'est bien commencé cette Interminable. saison 2026. Ouais, interminable les 3 dernières minutes, mais tout peut arriver durant les 3 dernières minutes. C'est Mhm. vraiment, c'est pas un cliché, on l'a vu là, à plusieurs reprises au fil des ans, là. Les Donc, équipes ça, ont c'est une des trois, quatre beautés. possessions parfois, là. Oui, c'est ça, en l'espace de 3 minutes. Tu sais, c'est ça. Donc, non, c'est pour ça que j'avais la frousse pour les Alouettes contre Ottawa la semaine dernière à cause de ça, là. Lorsqu'ils les ont laissés revenir dans le match, je me disais, oh boy, qu'est-ce qui va arriver là? Tu sais. Mais les hommes de Jason Nass ont tenu le coup
finalement. Alors, écoute, Marc-André, la prochaine rencontre des Alouettes, ben, ça ne sera pas cette semaine, ça va être dans 2 semaines, étant donné que les Alouettes ont congé. Ils vont recevoir la visite des Stampeders de Calgary au stade Perth Molson. En fait, les deux prochaines rencontres des Alouettes seront contre les Stamps. Ils vont jouer au stade Perth Molson et la semaine suivante, ben, ils seront au McMahon Stadium à Calgary pour affronter les Stampeders. Ben écoute, ça, c'est la portion de l'épisode où j'invite les gens à aller faire un don pour la Société Alzheimer de Montréal. Je suis co-porte-parole du tournoi de golf de la Société Alzheimer. Le tournoi va avoir lieu le 18 août. Alors, on vous invite à venir y participer. Et si vous n'êtes pas en mesure de participer au tournoi de golf de la Société Alzheimer de Montréal, ben moi, je vous invite à aller sur leur site web afin de faire un don. La Société Alzheimer de Montréal vient en aide aux gens qui souffrent de troubles neurocognitifs, mais également à leurs proches aidants. La population est vieillissante. Si vous avez des gens dans votre famille qui souffrent de troubles neurocognitifs, ben, vous savez à quel point ça peut être difficile. Moi, c'est une cause que j'ai à cœur, étant donné que ma mère souffrait de cette terrible maladie qu'est l'Alzheimer. Alors, allez faire un don, c'est pour une bonne cause. La Société Alzheimer de Montréal en a besoin. Alors, je vous invite à aller faire un don également, à participer au tournoi de golf qui aura lieu le 18 août. Alors, on va enchaîner, Marc-André, avec les actualités de la NFL. On commence, bon, je viens de parler de la société Alzheimer. On va commencer vraiment avec une triste nouvelle. Il s'agit de l'état de santé de l'ancien demi à l'attaque étoile des Titans du Tennessee, Chris Johnson. Exactement, il a dévoilé justement à l'émission Good Morning America. Écoute, Chris Johnson, c'était l'un des meilleurs demi-offensifs des années 2000, on peut dire ça comme ça. Il a annoncé qu'il était atteint de la maladie de Lou Gehrig. On sait que cette maladie-là, on n'a pas de cure en ce moment. Elle est incurable en ce moment. Elle est dégénérative également. Comme tu l'as dit, c'est une bien triste nouvelle pour l'un des meilleurs porteurs de ballon de sa génération. Ouais, puis qu'est-ce qui a été troublant? Parce que moi, honnêtement, moi, honnêtement, Marc-André, quand j'ai vu l'entrevue qu'il a donnée à Michael Strahan, puis je sais pas si tu as vu, tu sais, au début, on voit Chris Johnson de dos. Je- écoute, je savais pas qu'il devait déjà utiliser une machine pour parler. Ouais, pour Tu sais, parler. sérieusement, ça m'a troublé de voir ça. Ouais, il est juste âgé de 39 ans, puis il a été diagnostiqué, ça fait juste 1 an de ça. Tu sais, il y a même une vidéo de lui au Senior Bowl en janvier 2025 où il était présent, tu sais, afin de servir de mentor aux jeunes joueurs. Il leur donnait des conseils, il était en pleine santé. Puis là, un peu plus d'1 an plus tard, ben, il est rendu prisonnier de son corps, littéralement, en raison de cette terrible maladie. On dit que ça, c'est lié aux coups répétés à la tête. Tu sais, Marc-André, je le dis souvent, tu sais, quand les joueurs signent des gros contrats, moi, je suis toujours en faveur des joueurs de maximiser leurs revenus durant leur carrière. Je rappelle, pour les gens qui ne sont pas au courant, une carrière moyenne dans la NFL, c'est 3,2 ans. C'est très court, OK? Une carrière au football. Tu dois maximiser l'argent que tu peux faire parce que tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'attend après. Parce que le football, ça détruit le corps. OK? Carrément, ça détruit pas juste les articulations, mais ça détruit même le cerveau. C'est la réalité de ce sport-là. Pour les gens qui ont joué au football pendant plusieurs années, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Puis c'est vraiment malheureux de voir ça de Chris Johnson parce que moi, j'ai eu tellement plaisir à le voir jouer. Tout le monde, on se souvient de sa saison magique lorsqu'il avait atteint la marque des 2000 verges au sol. Il était électrisant, un des joueurs les plus rapides dans l'histoire de la NFL. Pendant longtemps, il avait le record au combine, au corps d'évaluation de la NFL pour le chrono le plus rapide aux 40 verges, 4,24 centièmes de seconde. Mais j'en reviens pas, Marc-André. Comment la maladie a progressé rapidement. Puis de le voir dans cet état-là, moi, ça m'a brisé le cœur, honnêtement. Puis moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est surtout ce qu'on a mentionné, que c'est quelque chose qui s'est développé. On parle d'une maladie, comme tu dis, avec les coups, on pense que c'est peut-être un lien là, avec les coups qu'il a reçus au football. Euh, c'est une maladie qui disait comme qu'elle était comme. C'est une forme de maladie de Lou Gehrig qui était comme s'est développée comme sporadiquement. Je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais que c'est ça. Puis être si jeune et être atteint de ça, moi aussi, ça m'a donné tout un choc.
Ouais, ouais, ouais. Puis on a vu les messages des joueurs, des gens de la NFL. Je pense que tout le monde a eu la même réaction que toi et moi. Tu sais, tout le monde était sous le choc de voir dans quel état il était. Il y a l'ancien des Alouettes, Tony Proudfoot, qui est maintenant décédé, qui souffrait de Ouais. cette maladie. Je sais qu'il y a Michael Sauls, un autre ancien des Alouettes, ancien de l'Université McGill, ancien des Eskimos d'Edmonton, à l'époque, qui est atteint de la même maladie. La dernière fois que j'avais vu, il était à un match des Alouettes. Puis c'est ça, tu sais, il avait de la misère à parler. Puis ça fait quelques années qu'on ne voit plus Michael Salt, qui n'est plus dans l'œil du public. Puis moi, j'avais grandi en regardant jouer Michael Salt à l'époque, quand il jouait pour Edmonton. Tu sais, c'est des rares Québécois, Montréalais. Tu sais, je savais il était allé à McGill. Puis que lorsqu'ils étaient joints aux Alouettes à leur retour à Montréal, ben, c'est lui souvent qu'on voyait en entrevue, tu sais, qui donnait des entrevues en français aux membres des médias. Tu sais, il était devenu le visage des Alouettes en compagnie d'Anthony Carvio et des autres joueurs étoiles qu'ils avaient à leur retour à Montréal. Tracy Ham, en fait, Carvio n'était pas là, c'est Tracy Ham, le carrière à l'époque, Mike Pringle et compagnie. Ouais, c'est ça, c'est une terrible maladie, tu sais, comme l'Alzheimer l'est aussi. Alors, ben, c'est ça, écoute, on va souhaiter bonne chance à Chris Johnson, à lui et à sa famille. Que ce soit l'Alzheimer ou cette maladie-là, on invite les gens à donner pour la recherche, c'est important. Comme on l'a mentionné, il n'y a pas vraiment de cure en ce moment, c'est une maladie incurable. À donner généreusement là, si, c'est ça, pour la recherche, pour trouver un remède là, à ces maladies-là. Mhm. Ouais, puis gardez ça en tête, tu sais, des fois, Euh, tu sais, on est très critique à l'envers de joueurs, ou ben même des fois, tu sais, il y a des joueurs qui publient les messages qu'ils reçoivent après les rencontres. Il y a des gens qui jouent au fantasy football ou qui ont parié sur le match, qui font des paris sportifs. Puis à cause d'un joueur a échappé une passe ou quelque chose comme ça, puis là, les gens leur envoient des messages haineux. Ben, c'est pas juste des humains, mais ces joueurs-là mettent littéralement leur santé en jeu là, à tous les matchs, à toutes les Mhm. semaines. C'est pas un cliché, c'est une réalité. Puis malheureusement, ben, l'état de santé de Chris Johnson nous rappelle cette réalité. Ben, écoute, Marc-André, il n'y a pas de façon facile de faire un. Non, Oui, vas-y, oui. non, mais je m'en allais enchaîner. Écoute, je m'en allais dire dans un autre ordre d'idée. Ouais. Les Lions ont Ouais. libéré le demi de coin Terrion Arnold. Écoute, tellement de frasques à l'extérieur du terrain, on va dire ça comme ça. Ça a coûté son poste avec les Lions, là. Ouais, c'est le sortie de l'année, hein? Lorsqu'il n'y a pas d'entraînement, à tous les ans, sortie de l'année, c'est la pause du côté des équipes de la NFL. C'est là qu'il y a des joueurs qui se retrouvent dans le trouble. Mais là, du côté de Tyron Arnold, c'est un autre niveau, Marc-André. Parce que là, il fait face à des accusations, quatre chefs d'accusation d'enlèvement et quatre autres chefs d'accusation de vol à main armée. Ça n'a pas de bon sens. Les Lions l'ont libéré. Écoute, parce qu'il s'est fait voler des bijoux, on disait, jusqu'à une valeur de 25 000 dollars. Il y a des gens qui sont entrés chez lui. Puis là, après ça, il a trouvé trois jeunes hommes. Puis il croyait que c'était ces trois jeunes hommes-là qui lui avaient volé ses biens. Alors, il a organisé avec d'autres compagnons d'enlever ces trois jeunes hommes-là et de les battre. Bref, c'est une histoire, là. Ça a aucun bon sens. C'est un joueur de la NFL. OK, je comprends que tu es frustré, que tu t'es fait voler des biens, tout ça, mais quand même, d'aller te venger de cette façon-là, tu devrais être au-dessus de ça, là, ça ne peut pas être ça, Marc-André. Ça ne peut pas être ça. C'est un ancien choix de première ronde, il a voué un bel avenir, il allait faire fortune, puis là, ben, c'est terminé pour lui parce qu'il pourrait faire face, il pourrait se retrouver avec une peine de prison, d'emprisonnement, on dit jusqu'à 20 ans, là, possiblement d'emprisonnement. Alors lui, sa carrière s'est terminée, là, Terry Arnold, on ne va plus jamais le revoir. Malheureusement, il a juste eu à blâmer. Mauvaise décision, très mauvais choix de sa part. Quel manque de jugement. Et pour en arriver à ce genre d'épisode-là, c'est parce que souvent, c'est que tu as fait des mauvais choix de vie auparavant aussi, là. Ouais, mais c'est ça, tu viens de dire, tu as fait des mauvais choix de vie auparavant, mais tu n'es pas obligé de continuer à faire ces mauvais choix-là. Non. Surtout là que tu es dans la NFL, là. Tu as réussi. Tu sais, je ne connais pas le background de Terran Arnold, je ne connais pas dans quel genre d'environnement qu'il a grandi. Mais bon, ça indique que possiblement qu'il a grandi dans un environnement qui était difficile, probablement défavorisé. Mais là, tu es sorti de ça, tu as gagné. Tu es gagné. Tu es correct pour le restant de tes jours, là. Tu as juste à investir l'argent que tu fais dans la NFL, tu as été un choix première ronde.
tu fais un bon salaire, tu n'as pas besoin de te mêler à ça, Marc-André. C'est aussi simple que ça. Mhm. Alors, c'est vraiment malheureux de voir ça. Effectivement, Brandon Ayuk maintenant, Didier, la saga Brandon Ayuk qui se poursuit, va-t-il être un Commanders? En tout cas, sur les réseaux sociaux, il publie des choses, Didier, là. Les réseaux sociaux, là, c'est ça. Je ne sais pas quoi penser de Brandon Ayuk. Est-ce qu'il va être un Commanders d'ici le début de la saison? Regarde, là, Brendan Ayuk, il n'arrête pas de se faire du mal. OK? Puis, tu sais, on en avait parlé à un moment donné durant la saison morte. Tu sais, ses ajustements depuis 2 ans sont très bizarres. Tu sais, puis je suis pas un thérapeute, je suis pas un psychologue, mais il m'a l'air de quelqu'un qui a besoin d'aide, là. Sincèrement, il a Mhm. vraiment l'air de quelqu'un qui a besoin d'aide. Il a laissé plusieurs millions de dollars. Il avait un boni, j'ai oublié c'est combien le montant, je pense que c'est une trentaine de millions de dollars qu'il a laissé sur la table. Il ne voulait pas se rapporter au centre d'entraînement des 49ers de San Francisco à la suite de sa blessure en genou pour faire sa remise en forme. Donc, on ne sait même pas s'il est en santé, s'il est complètement remis de cette blessure-là. Il ne retourne pas les appels des 49ers. Maintenant, son souhait, c'est d'être échangé aux Commanders afin d'être réuni avec Jaden Daniels, qui était son carrière à Arizona State à l'époque. Mais sais-tu quoi, Marc-André? Avec ses frasques sur les réseaux sociaux, si tu es le DG des Commanders, est-ce que tu vas vouloir transiger pour ce gars-là, l'amener dans ton vestiaire alors qu'on ne sait pas à quoi s'attendre? Moi, j'ai l'impression qu'il a joué son dernier match dans la NFL, Brandon Ayuk. Ah ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de Ah oui, voir. ben, Marc-André, Et si en... tu es un DG, si tu es un des 32 DG de la Non, NFL, avec là, qu'est-ce qu'il publie sur les réseaux sociaux, le fait que ça fait 2 ans que les 49ers, 2 ans ou à peu près, que les Niners n'ont eu aucun contact avec lui, ils ne retournent pas leurs appels, ses agissements sont bizarres. Est-ce que tu lui ferais confiance de l'amener au sein de ton organisation? Pas juste ça. Il faudrait que tu obtiennes ses services par voie de transaction, parce que les Niners ne veulent pas le libérer, donc tu vas devoir donner des choix au repêchage pour emmener ce gars-là qui clairement n'est pas fiable. Est-ce que tu serais prêt à faire ça? non, pas moi. Mais, mais Ben, écoute, c'est ça. il a quand même un talent fou, là. Vas-y, ouais. C'est sa seule carte en ce moment. Peut-être, mais rendu là, ça vaut pas la peine, Marc-André. Hey, ça fait. Faudrait aller regarder, ça fait au moins 2 ans qu'il a pas prépare un match. Tu sais, puis l'état d'esprit où il est, son talent fou, qu'est-ce que ça va te donner? Est-ce qu'il sera en mesure de performer? On ne sait pas s'il est en santé. Moi, si j'avais à parier, là, je mettrais mon argent sur le fait qu'on ne va pas le revoir dans la NFL. Je ne peux pas concevoir une équipe va Parlant être d'une prête autre à lui saga. donner une chance. Pardon? Non, je pensais que tu avais terminé. Ah, ok, ok. Non, 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 non. Je veux juste dire que pour moi, Brendan Ayuk, je crois pas qu'on va le revoir sur un terrain de la NFL. Il aura Je m'en juste allais eu à te me lancer l'amener sur si une c'est le autre. cas. Je m'en allais te lancer sur une autre saga qui est loin d'être terminée, celle de Brandon Sorsby. On a appris qu'il n'intentera pas de poursuite contre la NFL et on a appris aussi que la Ligue canadienne a interdit les équipes de son circuit de signer Brandon Sorsby ou même de le placer sur leur liste de négociation. Je sais qu'on récolte ce que l'on sème là, dans la vie pour Brandon Sorsby, mais pour un gars qui va être admissible au repêchage, disons-le, en 2027 maintenant, passer une année, je pense pas qu'on va pouvoir jouer au football là, en 2026. Ah, mais c'est son problème, ça, sur les conséquences de ses actions, Marc-André. C'est aussi simple que ça. Tu sais, on parle de milliers de paris sportifs qu'il a fait. Il a même parié sur son équipe pour laquelle il jouait à l'époque lorsqu'il faisait partie du programme de l'Université Indiana. Puis, dans tout ça, Marc-André, as-tu remarqué? On n'a jamais vu Sorsby parler publiquement. Là, il a émis un communiqué hier, mais pourquoi tu ne vas pas prendre contrôle, essayer de prendre le taureau par les cornes, là? Tu sais, on l'a Faire un jamais vu point de devant une presse, ouais. caméra dire qu'il. Ouais, c'est ça, tu sais, qu'il présentait des excuses envers l'université ou tu sais, qu'il avait des regrets pour qu'est-ce qu'il a fait. Oh, puis si effectivement il souffre d'une maladie, tu sais, qu'il a une maladie en termes de paris sportifs, qu'il n'est pas capable de contrôler ça, ben, tu sais, qu'il en parle. Tu sais, parce que qui qu'on entend le défendre constamment? C'est son avocat. Puis là, il a mis un communiqué, mais dans tout ça, on ne l'a jamais vu parler, le Brendan Sorsby, sur la situation publiquement. Tu sais, puis, avant qu'il envoie son communiqué, il semblait pas être un gars qui regrettait ses actions. Il
semblait plus d'être quelqu'un qui regrettait, ben c'est ça, de s'avoir fait prendre. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle la NFL a dit, ben, regarde, on n'en aura pas de repêchage supplémentaire. Puis autant la NFL que la Ligue canadienne, on ne veut pas être mêlé à cette histoire-là d'aucune façon. Mais du côté de la Ligue canadienne, en même temps, il n'y a pas d'équipe qui l'aurait mis sous contrat, Marc-André. La saison 2026 est déjà commencée. Là. Ça va être quoi, la 5e semaine d'activité là, cette semaine? C'est du football différent, d'aucune façon. Là, il aurait pu se joindre à une formation de la Ligue canadienne cette saison. Alors pour lui, c'est une question de s'entraîner, de se préparer pour le repêchage de 2027. Puis là, s'il se présente au combine, au camp d'évaluation, s'il est invité, il va devoir répondre aux questions des différentes équipes de la NFL. Mais tout ça, là, ça a tellement mal été géré par son équipe et par lui depuis le début. Mais il est jeune, il a juste 22 ans. Regarde, s'il peut régler ce problème-là de paris sportif, ben, il pourrait être voué à une belle carrière. Mais pour l'instant, c'est la dernière fois qu'on en parle de Brendan Sorsby, parce que là, il ne va pas jouer nulle part en 2026. Alors, c'est la fin de cette saga-là, là, pour moi. Du moins pour le Ça moment. complète le tour. Et c'est la fin des actualités dans la NFL pour cette semaine également. Ouais, aucune bonne nouvelle, hein? T'as vu ça? Les 4 nouvelles, là, il n'y avait rien de bon, là, du côté des actualités. Non. Regarde, on va essayer de retrouver le sourire en parlant de fantasy football. Parce que lors des dernières semaines, tu as dévoilé tes top 20, même top 40 à la position de porteur de ballon en vue de la prochaine saison de fantasy football. Alors là, aujourd'hui, on va s'attaquer aux receveurs de passe. On va commencer avec les positions 1 à 5. Et ton receveur numéro 1 en vue de la prochaine saison en termes de fantasy football, c'est Jamar Chase des Bengals de Cincinnati. Oui, en 1, nous avons Jamar Chase des Bengals de Cincinnati. En 2, Puka Nacua des Rams de Los Angeles. En 3, Jackson Smith Njigba JSN des Seahawks de Seattle. En 4, Amon-Ra St. Brown des Lions. En 5, CeeDee Lamb des Cowboys de Dallas. Écoutez, les 3 premiers receveurs, là, Chase, Puka et JSN, j'ai aucun argument si vous voulez les placer dans l'ordre ou dans le désordre. Pour moi, Jamar Chase, je l'ai placé là parce que je pense que si tout le monde est en santé du côté des Bengals, il est au sein de la meilleure attaque. Il a le meilleur quart arrière pour lui refiler le ballon également en Joe Burrow. C'est ça qui les différencie. Mais vous pouvez me. Écoutez, je ne me signerai pas avec vous là, si vous placez Puka en 1, Jackson JSN en 1. Je trouve que ce groupe de 3-là, cette distance des 2 autres, ce qu'on appelle des tiers là, en anglais, je pense que le premier tiers, c'est ces 3 receveurs élites-là. Puis par la suite, nous avons un gars comme St. Brown, puis CeeDee Lamb peut-être un peu plus dans un autre tiers. Et je veux vous parler de Jamar Chase, Didier, parce que depuis 2 ans, il est le meneur dans la NFL pour les cibles, donc il est le receveur le plus ciblé dans la NFL. Il est le meneur pour les réceptions, les verges sur réception et les touchés également sur réception. En fait, c'est le meilleur receveur fantasy de l'histoire en format PPR à ses 5 premières Ah saisons. ouais. Le top 5, Didier, attache ta tuque. Jamar Chase, Justin Jefferson, Randy Moss, Amon-Ra St. Brown, Jerry Rice. C'est Wow. assez OK. Toute une spectaculaire. brochette. Exactement. Et oui, Jamar Chase en santé, il a un potentiel de devenir le receveur numéro 1 fantasy au total. On parle ici d'un potentiel de la triple couronne, également la position de receveur. Si Joe Burrow et tout passe par là, si Joe Burrow est en santé, dispute toute la saison, écoute, on a une attaque prolifique par la passe et même avec la présence de T. Higgins, je pense que Jamar Chase, là, il a prouvé ce qu'il était capable de faire. On l'a vu à l'œuvre. Il est le meilleur receveur, selon moi, de la NFL au niveau fantasy. Ouais. Est-ce que Joe Burrow peut rester en santé? À tous les ans, Ah, c'est c'est la ça. question. À tous les ans, Marc-André, c'est ça. Là. Puis le petit pitbull, Amon-Ra St. Brown en 4e position. Ouais, c'est tout un joueur de football, Amon-Ra St. Brown, hein, sincèrement. Là, c'est vraiment tout un joueur. Maintenant, les positions 6 à 10, on trouve en 6e position Justin Jefferson qui, ben quoi, avant le début de la saison dernière, il aurait probablement été dans ton top 3 ou dans ton top 4 là, à tout le moins, mais lui, il est victime des circonstances à la position carrière des Vikings. Exactement, mais avec ton Kyler Murray cette saison, je suis prêt à Non, non, pardonner non, c'est pas mon Kyler Murray, non. Justin Jefferson. Écoutez, c'est pas le talent qui manque à Justin Jefferson. Je pense juste qu'avoir de la stabilité au poste de corps et, entre guillemets, avoir un autre corps que J.J. McCarthy, peut-être, va aider grandement Justin Jefferson. En 7, on a Drake London, qui est le receveur incontesté numéro 1 avec les Falcons.
J'ai hâte de voir ce que l'attaque dirigée par Kevin Stefanski va pouvoir donner à Drake London. En 8, nous avons A.J. Brown, receveur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. J'ai hâte de voir, justement, on a donné une cible numéro 1 à Drake May. Enfin, j'ai hâte de voir ce qu'A.J. Brown va pouvoir faire avec les Pats. En 9, nous avons Rashee Rice. Il est très haut dans mon classement, Rashee Rice, parce que je vous en reparle en quelques secondes. Je pense que c'est un receveur hyper talentueux lorsqu'il est sur le terrain et c'est ça la grande question. Tu peux Hmm. dérailler Rashee Ouais. Rice, c'est justement ce qui se passe à l'extérieur du terrain. Et 10, nous avons Nico Collins. J'adore Nico Collins, le joueur, le receveur lorsqu'il est sur le terrain. Mais lui aussi ne dispute jamais des saisons complètes depuis son arrivée dans la NFL. Et c'est ça qui m'inquiète dans son cas. Et si je m'attarde sur le cas de Rashee Rice, et un peu comme mon téléphone, ce qui pourrait refroidir des gens, c'est qu'il est âprement risqué. Mais lorsqu'on parle de statistiques, Didier, c'est assez impressionnant. Il a terminé dans le top 5 l'année dernière pour les points par match avec 15,4. Il est troisième chez les receveurs pour les cibles dans la zone début également et septième dans la zone payante. Ça, c'est pour toute la saison complète. Puis, Rashee Rice a seulement joué 8 matchs. Ça prouve à quel point il est vraiment la pierre angulaire de l'attaque aérienne des Chiefs lorsqu'il est sur le terrain. Les receveurs autour de lui, des ailiers rapprochés, vieillissent, veut pas. Travis Kelce ne rajeunit pas. Xavier Worthy, on a peut-être vu ses limites aussi l'année dernière. Je sais qu'on parle qu'il était blessé plus souvent qu'autrement, des petites blessures la saison dernière, mais je pense que Rashee Rice, vraiment, plus de 23 points fantasy en format PPR dans 4 de ses 8 matchs l'année dernière. C'est sûr qu'il y a eu des interventions chirurgicales au genou dans l'entre-saison, des problèmes, il a fait de la prison, on Ah connaît ouais. Ouais. l'histoire, on en a parlé longuement, mais je pense que Rashee Rice, il est un receveur top 10 s'il est sur le terrain. C'est un très, 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 très gros risque, mais il pourrait rapporter aussi très gros, gros, gros. Puis, c'est ça, vous avez la fibre un peu parieur, un peu. La fibre Brandon Sorsby. Mais as-tu vu la photo de Rashee Je voulais Rice dire ça, puis j'ai changé sur, d'idée. sur, euh, sur le tableau? Ouais, non, ben je l'ai dit pour toi, je l'ai dit pour toi. Même si t'es à distance à ton chalet, là, je peux lire dans tes passés. Ben ouais, t'as-tu la photo de Rashee Rice? Il y avait une menotte sur un de ses poignets, là, justement, sur la photo. Ah, Écoute, moi, Rashee Rice, il m'effraie, là. Regarde, je pourrais aller, là, sur le site d'ESPN à l'instant, puis là, de voir qu'il a été encore une fois arrêté, ça me surprendrait même pas. Personnellement, moi, je vais me tenir loin. Je me tiendrai loin de Rashee Rice. Il est pas fiable, Marc-André. Il est pas fiable. Je ne sais pas à quoi il pense, ce gars-là. Mais il est pas fiable. Mais en tout cas, mais t'as raison dans le cas de Nico Collins aussi. Il rate des matchs à tous les ans. Il est très talentueux. Mais en tout cas, on va voir s'il pourra rester en santé lors de la prochaine saison. Maintenant, les positions 11 à 15. En 11e position, on retrouve l'énigmatique George Pickens des Cowboys de Dallas. j'ai mis George Pickens en 11. Par contre, avec CeeDee Lamb dans le top 5, j'ai hâte de voir si Dak Hmm. Prescott va pouvoir générer 2 receveurs numéro 1 fantasy, donc dans le top 12 à la position de receveur, parce que ça va prendre un volume de passes incroyable pour en arriver là. Je pense que George Pickens, ses meilleurs moments l'année dernière, c'était justement en l'absence de CeeDee Lamb. J'ai hâte de voir quand les deux seront sur le terrain maintenant, ça, justement, euh, on va pouvoir nourrir ces 2 receveurs-là à bon escient. Du côté de Chris Olave, en 12, évidemment, son état de santé, les nombreuses commotions des dernières années, ça effraie toujours les gens, mais l'année dernière, il a disputé une saison complète et quelle saison! Il a terminé dans le top 10 à la position. En 13, nous avons Tetera McMillan, qui est le mâle alpha, le receveur de l'attaque des Panthers. Par contre, je me questionne sur le volume aussi de passes qu'il va recevoir, mais ça demeure quand même un joueur de deuxième année, jeune, bourré de talent, un vrai mâle alpha. En 14, Devante Smith, le nouveau receveur numéro 1 des Eagles. Et en 15, Emeka Egbuka, que j'adore également. Il est quand même un peu plus haut, le repêché, classé comme receveur 23 dans les nombreux classements. Moi, je l'ai en 15. Mhm. Je pense que tout est en place pour que Emeka Egbuka connaisse la grande éclosion. Il est le receveur numéro 1, du moins sur papier, des Bucks en ce moment. Et si je m'attarde à Devante Smith, Didier, faut savoir qu'il a été ciblé 33% du temps dans l'attaque des Eagles lors des 3 matchs où A.J. Brown n'a pas disputé, où A.J. Brown était absent en fait lors des 2 dernières saisons. Je l'ai dit, c'est le nouveau receveur numéro 1 à Philly.
Et il y a plusieurs observateurs qui voient ici des similitudes avec JSN l'année dernière, dans le sens que Hmm. JSN, tu te souviens, on avait décidé de se départir de DK Metcalf pour lui laisser de la place. Même chose avec AJ Brown du côté de Devontae Smith. C'est des gars qui, euh, qui étaient utilisés souvent à l'intérieur comme demi-insérés. Là, Devontae Smith, on va le voir plutôt à l'extérieur. Je dis pas que c'est JSN, il va se passer la même chose, mais on peut y voir des similitudes avec le nombre d'opportunités dans l'attaque des Eagles et avec celle que JSN a obtenue dans l'attaque des Seahawks la saison dernière. En 2023, je voulais mentionner, oui, en 2023, Devontae Smith avait obtenu 1196 verges, 7 touchés et 95 attrapés. Il avait été nommé receveur numéro 9 au niveau fantasy. Donc, il est capable de prendre cette charge de travail-là, Devontae Smith. Et je trouve que, quoi, au rang 14, il devient une belle aubaine, selon moi. Il est repêché en milieu de troisième ronde en ce moment. Euh, Encore là, je me questionne sur le fait que les Eagles, ce sera peut-être une attaque qui sera peut-être faible en termes de volume de passes. On va peut-être davantage voir de Saquon Barkley, j'ai bien l'impression, moi, mais quand même, Devontae Smith Hmm. demeure un receveur hyper intéressant au niveau fantasy. Ouais, ça va être intriguant de voir cette nouvelle attaque là, des Eagles de Philadelphie avec le nouveau coordonnateur sans A.J. Brown. J'ai bien hâte de voir ça, là, comment ça va se dérouler. Parce que ça va pas bien. Tu sais, là, t'as partir des Eagles, on va entendre les Ray très rapidement là, à Philadelphie. Puis, hey, en passant, on aurait dû le mentionner au début de l'épisode, euh, mais c'est ça, on va commencer à faire nos avant-goûts en vue de la prochaine saison de la NFL. Notre premier avant-goût, ça va être la section sud de la nationale. Ça m'a fait penser à ça là, quand tu t'es mis à parler de McMillan et de Egbuka. Et cet épisode sera mis en ligne pour vous lundi matin, alors avant-goût de la section sud de l'Association nationale. Et lors de cet Et épisode, ben, j'ai eu l'occasion de parler à Mathieu Bergeron, le garde des Falcons d'Atlanta. Alors, on vous invite bien sûr à ne pas rater cet épisode du podcast. effectivement, et je m'en allais également, juste pour conclure sur Devontae Smith, j'ai hâte de voir également l'attaque de Sean Oui. Mannion, là. Parce qu'on le sait que l'attaque de Sean Mannion a été diversifiée. On avait un groupe de receveurs diversifié avec les Packers. J'ai hâte de voir maintenant comment ça va se transposer avec les Eagles. Tu sais, on a notre mâle alpha, notre Christian Watson, un diminutif, peut-être un peu plus petit en Devontae Smith. On a été chercher un genre de Jaden Reed en Mekhi Lemon, selon moi. J'ai hâte de voir comment tout ça va s'agencer. On a un Eli Towers, on a Dallas Goddard qui serait le Tucker Craft. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner, cette attaque-là. J'ai hâte de voir au camp d'entraînement des Eagles ce qui va sortir là, du camp des Eagles. Ouais, définitivement. Mettons, on va s'attarder aux positions 16 à 20 là, de ton classement chez les receveurs de passe. Ça commence avec un membre des Jets de New York, Garrett Wilson. On va lui souhaiter là, de la stabilité au poste de carrière, puisque depuis le début de sa carrière, pauvre lui, là, il est talentueux, mais c'est un jeu de chaise musicale à la position de quart du côté des Jets. Est-ce que Geno Smith sera en mesure, là, justement, d'offrir de la constance à cette position? Ça reste à voir, mais Garrett Wilson pourra en bénéficier. Et un autre, Geno Smith, là, on n'a pas parlé qu'il a défrayé les manchettes pour ses frasques à l'extérieur du terrain Ah non, dernièrement. pas besoin, pas besoin. Non, Ça non, arrête mais pas, ça ça reste à. arrête pas à ce temps-ci de l'année. Ouais. Ouais. Gen- Geno Smith, ça va être. Et en plus, j'ai été surpris de voir ça, à quel point Geno Smith, en tout cas. Mais, mais, euh, mais oui, Garrett Wilson. Parlons de Garrett T'étais surpris de Wilson. voir Donc, quoi de la part de Geno Smith? Regarde, t'as ouvert ben, la porte, là, on va en parler, là. T'étais surpris de voir quoi, là, de la part de Geno Smith? je sais pas, ça m'avait l'air d'un bon gars. J'étais comme surpris qu'il soit aux prises avec ce genre de démêlés-là, là. Il y a des joueurs dans la vie. Tu trouves pas qu'il Ouais. y a des joueurs que tu es plus surpris que d'autres de voir qui défraient les manchettes pour ce genre de choses-là? Rushy Rice, et puis Ouais. Ouais, ça non, va non, de mais soi. c'est vrai, Mais là, regarde, Geno Smith, bon, il semblerait que c'est une querelle, je sais pas si c'est avec son épouse, son ex-femme, bref, mais au bout du compte, on les connaît pas, tu sais, Marc-André, les mhm. joueurs. Tu sais, même si on les regarde à toutes les semaines, on suit la NFL 12 mois par année, mais on les connaît pas, tu sais, on sait pas qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre. Euh, tu sais, c'est ça, là. Moi, je me souviendrai toujours, là, lorsque Michael Vick avait été arrêté, là, son implication dans des combats de chiens et tout. Écoute, j'étais tombé en bas de ma Ouais. chaise. J'étais comme, il faisait quoi dans ses temps libres? Tu sais, c'est ça qu'il faisait au lieu d'étudier le cahier de jeu. Donc, c'est la réalité, là. Tu sais, même si on les voit régulièrement, ces gens-là, ces joueurs-là,
On les connaît pas, puis des fois, on oublie ça, là. C'est pour ça qu'on est surpris des fois lorsqu'on apprend certaines nouvelles reliées à leur comportement. Donc, passons à Garrett Wilson, qui est au 16e rang de mon classement en Ouais. fantasy. En 17, nous avons Christian Watson des Packers de Green Bay. En 18, T. Higgins, l'autre receveur des Bengals de Cincinnati. Et là, vous allez voir, en 19, Malik Neighbors. C'est inquiétant, Malik Neighbors, Giants de New York, surtout si vous avez vu Mm. la vidéo d'un match de balle molle où ce qu'on voit qu'il y a de la difficulté à marcher. Je l'ai mis en 19, mais écoute, s'il se présente au camp d'entraînement en santé, clairement, il est plus haut dans ce classement-là. Il va monter. Et en 20, nous avons Zay Flowers, le receveur des Ravens de Baltimore. Zay Flowers, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Didier. Je trouve que c'est un bon receveur, mais qui est limité en termes, justement. Tout passe par Lamar Jackson. Je trouve que c'est un receveur aussi inconstant au niveau des fantasy. Il connaît des forts matchs. On le voit pas sur la feuille de pointage. Je connais un match exceptionnel, on connaît un match décevant. Dans un pool de semaines, head-to-head, pas le receveur que je recherche. Dans un pool de points de saison, peut-être que Zay Flower est plus payant ici. Je voulais te parler de Christian Watson, Didier. On a enfin vu durant l'entre-saison Ouais. la clarté là, dans le groupe de receveurs des Packers. On a échangé, on a laissé partir Romeo Doubs. On a échangé d'autres receveurs également. Euh, donc, pour moi, Christian Watson, ça demeure le mâle alpha de l'attaque du groupe de receveurs des Packers de Green Bay, moyenne de plus de 13 points fantasy par match en 10 matchs seulement la saison dernière. C'est sûr qu'il doit redemeurer en santé. C'en est un autre qui a été souvent blessé au cours de sa carrière. Mais s'il demeure en santé, il pourrait connaître une grosse année et je trouve que Christian Watson, on parle ici du receveur numéro 17, là, on le repêche quand même en milieu de repêchage dans vos fantasy. Ça demeure une excellente option. L'année dernière, au cours de la séquence, au cours des 10 matchs qu'il a disputés, receveur numéro 17, exactement au là où il est dans mon classement au niveau fantasy. C'est un receveur qui peut être un bon receveur numéro 2, voire numéro 3 d'une équipe fantasy en 2026. Et je pense que Christian Watson, justement, s'il demeure en santé, il est voué à une belle saison là, avec les Packers. Ouais, pour en revenir à Zay Flowers, tu sais, faut pas oublier ce receveur de seulement 5 pieds 9. Hein. Tu sais, puis des receveurs, comment je dirais, dominants ou qui sont réellement des receveurs numéro un, il n'y en a pas à cette taille-là. Tu sais, il n'y en a pas. Même, Mm. écoute, Amon-Ra St. Brown, on en parlait tout à l'heure, tu sais, qui semble pas être imposant physiquement. Ben, il mesure quand même 6 pieds, là. Tu sais, il pèse 200 livres. 6 pieds, 202 livres à Amon-Ra St. Brown, comparativement à 5 pieds 9, 185 livres pour Zay Flowers. Alors, je pense que Zay Flowers, il est qui il est. Tu sais, c'est un joueur explosif, il va chercher des gros morceaux de terrain. Euh, mais c'est ça, de s'attendre vraiment à une production plus élevée de qu'est-ce qu'on a vu depuis le début de sa carrière. Je pense pas que ce soit réaliste, c'est en raison de son petit gabarit. Et je pense qu'il faut tenir ça en compte au niveau de son évaluation. Mais on va voir ce que ça va donner. Nouveau système à Baltimore, c'est une autre équipe qui était de changement majeur avec le congédiement de John Harbaugh qui était là depuis toujours. Alors, nouvel Et, entraîneur-chef, nouveau coordinateur en attaque. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. et Lamar Jackson, là, qui a été dithyrambique là, envers le cahier de jeu de Declan Doyle, le nouveau coordinateur à l'attaque. J'ai hâte de voir. Écoute, on pourrait être surpris. Oui, oui, ouais. Au mois de juin, au mois de juillet, là, tout le monde s'entend bien. Ouais, c'est ça. C'est beau, il y a de l'espoir, tu le sais. Alors là, ben oui, c'est sûr qu'il aime le nouveau cahier de jeu de son nouveau coordonnateur. Ah, attendons au mois de septembre. On va voir de quoi ça a l'air sur le terrain. Ça, la beauté du sport, Marc-André. Il y a un tableau indicateur, il y a des matchs qui sont joués. Puis là, on va voir. Est-ce que ça va permettre aux Ravens de gagner? Hein? On va avoir les réponses au mois de septembre. Mais écoute, Marc-André, on Absolument. a fait le tour pour cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. Je te remercie. Je remercie Guillaume également. Et on remercie bien sûr les gens qui ont écouté le podcast ou qui l'ont téléchargé, qui l'ont regardé via notre chaîne YouTube. Alors, je vous souhaite de passer une bonne semaine et d'ici le prochain épisode, portez-vous bien.